Le cessez-le-feu a-t-il pris fin? Un terroriste ouvre le feu sur des soldats israéliens sur la route humanitaire à Gaza. Quelques heures plus tard, 5 hauts dirigeants du Hamas sont morts. 17 autres ont été traqués dans les tunnels de Rafah. Le Hamas menace de rompre la trêve, tandis qu'Israël l'accuse d'avoir déjà violé l'accord. Mais s'agissait-il d'une représaille ou du début d'une escalade à grande échelle? Restez avec nous ici à Jérusalem. Dans celle-ci, ça débute. Bienvenue sur Jérusalem Minute sur GNS Télévision. Je suis Josh Hastin, correspondant de GNS News avec Alex Treyman, président directeur général de GNS. Alex, sujet principal cette semaine, déjà commencé à en parler. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la résolution en 20 points du président Trump, son plan de paix, Trump félicitant le monde. Cela restera l'une des plus grandes approbations de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, favorisant la paix mondiale. Le Hamas rejette aussitôt le plan, tandis que l'autorité palestinienne l'approuvait. Nous allons aussi aborder, comme la semaine dernière, que la résolution évoque un soi-disant État palestinien. N'est-ce pas? Nous avons parlé du fait que la Russie et la Chine présentaient leur propre version de la résolution. Ils se sont abstenus lors du vote, permettant ainsi à ce vote d'être adopté par 13 voix contre 0. Et je pense vraiment qu'il y a certains avantages clés à cette résolution. Le premier, c'est que la résolution parle principalement de la nécessité pour le Hamas de se désarmer et pour Gaza d'être démilitarisé. Ce sont les principaux fondements du plan. Donc, toute personne qui veut un plan pour maintenir le Hamas au pouvoir, ce que la Russie a fait, il semblait que la Chine soutenait le point de vue russe à ce sujet. Ils n'ont pas remporté de victoire aux Nations Unies. Ce n'est pas une résolution parfaite. Je ne pense pas qu'il en existe. C'est avant tout une résolution très symbolique. C'est une résolution de façade qui n'a vraiment pas beaucoup de poids parce que je ne vois pas qui va réellement désarmer le Hamas. Le Hamas ne va pas se désarmer lui-même. Vous savez, on a un peu parlé dans le passé de la façon dont les Qataris et les Turcs, vous savez, ils voulaient voir la première phase de cet accord qui verrait le Hamas libérer effectivement les otages parce que cela sauverait en fait le Hamas, n'est-ce pas? La première étape de cet accord sauve le Hamas parce qu'elle force Israël à accepter un cessez-le-feu, alors qu'Israël était sur le point d'aller de l'avant et de détruire enfin le Hamas. Donc, cela s'arrête essentiellement là. Tsahal comprend que la libération des otages est ce qui devait se produire pour que Tsahal s'arrête dans son élan. Cependant, les Qataris et les Turcs refusent la deuxième phase de cet accord. La deuxième phase de l'accord prévoit le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. La première phase protège le Hamas à court terme, tandis que la deuxième vise son élimination. Vous ne verrez donc pas les Qataris et les Turcs soutenir le désarmement, démilitarisation de la bande de Gaza. Et ce que cela signifie réellement, c'est que ce cessez-le-feu repose sur des bases très fragiles. Oh, absolument. Les choses s'intensifient vraiment là-bas à Gaza. Violation continue du cessez-le-feu par le Hamas. Des terroristes attaquent les positions de Tsahal. Le bureau du Premier ministre a annoncé hier soir que 5 hauts responsables terroristes ont été tués. En même temps, le Hamas détient toujours les 3 corps des Israéliens qu'ils ont assassinés. Et cette semaine, les forces de défense israéliennes ont éliminé le commandant du bataillon du Hamas du quartier Zaytoun. Le Hamas exprime sa colère contre Israël, qu'il accuse d'agression. Pourtant, il s'agit selon nous d'autodéfense. Les forces de défense israéliennes demandent l'intervention des médiateurs pour éviter l'effondrement du cessez-le-feu. Donc le Hamas menace essentiellement de mettre fin au cessez-le-feu à cause, en réalité, de l'autodéfense d'Israël. Je crois que le Hamas rompra le cessez-le-feu puisqu'ils ne se désarmeront pas, non? OK, si nous avons vu les vidéos, dont celle cette semaine où quelqu'un sort armé d'une Jeep de l'autre côté de la ligne, Tsahal a alors rapidement réagi et a tué. Vous savez, le Hamas essaie de réaffirmer son pouvoir dans les zones qu'il contrôle encore dans la bande de Gaza. Maintenant, ce n'est pas... À Gaza, Israël contrôle 53% du territoire. Il contrôle le corridor nord entre Gaza et Israël ainsi que le corridor sud entre Gaza et l'Égypte. Et tant qu'Israël contrôle ce corridor, la route de Philadelphie près de Rafah et n'autorise pas le Hamas à avoir un canal pour se réarmer et reconstituer ses stocks. Vous voyez le Hamas dans cette position acculée.
Ils sont en gros comme un tigre acculé, n'est-ce pas? C'est aussi un tigre blessé. Mais ils continueront à riposter. Il serait probablement dans leur intérêt de simplement se calmer et de rester discret pendant un certain temps, et obliger Tsahal à se retirer grâce à la pression internationale. Mais tant qu'ils continuent d'opérer de la manière dont ils le font, c'est-à-dire par ces tentatives limitées de frapper Tsahal, vous verrez que les États-Unis et d'autres soutiendront les allégations d'Israël selon lesquelles le Hamas viole le cessez-le-feu. Et je pense qu'il y a en fait un accord et une compréhension. Et tout au long de cette guerre, surtout depuis que Donald Trump est entré en fonction, ce que j'ai personnellement constaté en couvrant la relation entre Israël, l'administration israélienne dirigée par Netanyahou et l'administration Trump, c'est qu'il y a une coordination importante sur tous ces fronts, que ce soit pour demander le cessez-le-feu au Liban ou pour demander le cessez-le-feu en Iran. Les frappes sur l'Iran pour commencer, les frappes sur les Houthis et même l'appel à ce cessez-le-feu. Et à quoi ressemblait ce plan en 20 points? Je pense que la plupart de ces points du plan, disons 17 ou 18 points du plan en 20 points de Donald Trump, ont en réalité été rédigés par Israël. Je pense qu'il y a beaucoup de coordination ici. Et je pense que ce qui se passe, c'est que Netanyahou et les forces de défense israéliennes sont prêts à donner une chance au plan de Trump de réussir. Évidemment, nous savons que Trump veut être perçu comme le faiseur de paix, celui qui a mis fin au conflit. Mais je crois qu'il y a un calendrier. Et si, dans une période de, disons, 2 mois, 3 mois, à partir de maintenant, vous ne voyez pas cela, le Hamas est devenu un bon voisin alors que c'est une organisation terroriste, ils ne le feront probablement pas. Penses-tu qu'Israël recevra un feu vert pour intervenir à nouveau et d'attaquer le Hamas dans leur position consolidée, dans leur position isolée, et d'en finir avec le Hamas une bonne fois pour toutes? Il se passe beaucoup de choses à Gaza et au Liban également, avec le Hamas qui essaie d'attaquer Israël depuis le territoire libanais. Mercredi matin, les forces de défense israéliennes ont ciblé un camp d'entraînement du Hamas dans le sud du Liban. En même temps, les forces de défense israéliennes rapportent que le Hezbollah, une organisation terroriste au Liban, est en train de reconstruire ses capacités. Selon les forces de défense israéliennes, ils travaillent à se reconstruire dans le village de Beit Lif, dans le sud du Liban. Et une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban. Il semble que nous en ayons déjà parlé il y a quelques semaines, mais les forces de défense israéliennes affirment maintenant que le Hezbollah essaie de reconstruire ses capacités pour frapper Israël depuis le Liban. Eh bien, vous voyez que les forces de défense israéliennes agissent régulièrement dans le sud du Liban. Ce sont, vous savez, ces petites frappes isolées. Dès qu'ils perçoivent un mouvement, ils frappent. On dit « tondre la pelouse », mais en fait, vous sortez la tondeuse chaque jour. Et que le Hezbollah devient plus agressif et qu'ils ont plus de capacité à reconstruire leurs moyens que le Hamas à Gaza. Donc, ce que nous voyons, c'est que le Hezbollah n'a pas été réduit aux mêmes capacités que le Hamas. Les capacités de missiles longue portée du Hezbollah ont été fortement réduites. Certainement, leur présence vers le sud du Liban, près de la frontière israélienne, a été déplacée. Et le Hezbollah est maintenant plus au nord. Mais nous sommes au Liban. Mais nous voyons qu'ils essaient de reconstruire. Et je pense que, selon l'évaluation israélienne, le Hezbollah reste une force de combat plus puissante et une plus grande menace pour Israël que le Hamas à Gaza. Donc, d'une part, nous voyons peut-être un calendrier et un retour potentiel au combat à Gaza. Vous le voyez aussi désormais dans le nord. Et je pense que cela met en contexte une partie de la réflexion de Netanyahou concernant l'organisation d'élections. Rappelez-vous, juste après la déclaration du cessez-le-feu, on pensait que peut-être Netanyahou organiserait des élections anticipées parce qu'il était sur une bonne lancée. Le public israélien était satisfait du retour des otages et Netanyahou semblait avoir arrêté la guerre. Mais maintenant, ce que nous voyons, c'est que ce à quoi nous sommes arrivés, c'était une pause. Nous avons bien récupéré nos otages. Mais que la guerre n'est peut-être pas terminée parce que nos ennemis ne sont même pas à l'aise avec ce que vous appelleriez la période de 5 à 10 ans. Très bien. Faisons un cessez-le-feu pour 5 ou 10 ans. Si le Hamas et le Hezbollah montraient qu'ils resteraient tranquilles longtemps, vous savez. Je doute d'un retour rapide au conflit, ce n'est pas ce que l'on constate. Le Hezbollah et le Hamas tentent de réaffirmer leur pouvoir et de reconstruire leurs capacités autant que possible. Et donc, pour Netanyahou, il regarde cette période maintenant
Il lui reste 1 an avant les élections et il veut se représenter. Donc, il ne veut pas laisser cette guerre dans une situation de flou où il aurait appelé un cessez-le-feu. Mais maintenant, un prochain gouvernement devra arriver et réaffirmer le contrôle israélien ou terminer la guerre. Et donc, je pense qu'il y a une compréhension générale entre Netanyahou et l'administration Trump. Vous disposez désormais de 12 mois avant les élections. Le délai est donc court. Netanyahou veut voir cette guerre terminée avant d'aller aux élections. Donc, nous donnons une période de, disons, 2 à 3 mois dans le sud pour voir si quelqu'un d'autre parvient à désarmer le Hamas et à démilitariser Gaza. Comme l'a dit Marco Rubio la semaine dernière, aucune force internationale ne désarmera le Hamas. Il ne reste donc que l'armée israélienne pour le faire. Et vous voyez la même situation au nord, donc je pense qu'il y a une probabilité de reprise du conflit. Cela ne signifie pas forcément que ce sera aussi important qu'avant. Et puis, il faut aussi regarder l'Iran, parce que nous voyons que l'Iran reconstruit également ses capacités de missiles balistiques. C'est une menace existentielle. Nous avons également de bonnes raisons de croire que pendant la guerre de 12 jours, Israël était en train d'épuiser son stock d'intercepteurs Arrow. Ce n'était donc pas dans l'intérêt d'Israël de voir un cessez-le-feu à ce moment-là. Maintenant, il y a une course en cours. Israël essaie de reconstituer pendant cette période de cessez-le-feu toutes ses capacités militaires, offensives et défensives, en particulier en ce qui concerne la défense antimissile et les capacités Arrow d'un côté. Mais les Iraniens aussi s'empressent de reproduire leurs missiles balistiques. Plus important que le nombre de missiles, ce sont leurs capacités de lancement, point sur lequel Israël a fortement frappé. En résumé, vous voyez que les 3 grands fronts, Hamas, Hezbollah et Iran, ont tous été fortement affaiblis. Aucun ennemi d'Israël n'a réalisé sa défaite. Tous tentent de se reconstruire. Et malheureusement, vu la tournure des événements, je pense que vous pourriez voir un conflit ouvert et actif. Et une seconde manche de ce conflit pourrait survenir bientôt. Observons l'ensemble du Moyen-Orient. Vous avez mentionné l'Iran, tandis que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a rendu visite au président Trump à la Maison-Blanche la semaine dernière. Le prince a mentionné que l'Arabie saoudite souhaite faire partie des accords d'Abraham, une normalisation avec Israël. Mais il a de nouveau évoqué une solution à 2 États. Regardons cette vidéo. Allez-vous évoquer les accords d'Abraham dans votre discussion? Entretenir de bonnes relations avec tous les pays de l'Est est positif. Et nous voulons faire partie du corps Zorima, mais nous voulons aussi nous assurer de garantir une voie claire vers la solution à 2 États. Vous voyez le président Trump et le prince saoudien. Une discussion qualifiée de saine. Le prince là, mentionne une solution à 2 États, en lien avec ou en associant les deux, la solution à 2 États et l'accord de normalisation. Nous l'avons déjà dit, il faut prendre ce commentaire au pied de la lettre. Pensons-nous que le prince va mettre de côté la normalisation si une solution à 2 États n'existe pas? Maintenant, parlons simplement de l'importance globale de cette réunion. La semaine dernière, nous avons mentionné les F-35 et la vente à l'Arabie saoudite qui semble avancer. Parlons de cette réunion à Washington. Eh bien, vous savez, nous avions déjà parlé de la relation de l'Arabie saoudite avec Trump, sachant que les Saoudiens voulaient notamment les F-35. Et ils ont également obtenu l'annonce d'une alliance spéciale, en gros une alliance de défense stratégique entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Ce qui était similaire d'une certaine manière à ce que le Qatar a réussi à obtenir avec ce décret exécutif déclarant que le Qatar est un allié stratégique spécial des États-Unis. Et nous avons toujours pensé que Trump allait exiger une normalisation avec les Saoudiens afin d'obtenir ces choses. Ici, ils ont eu la charrue sans les bœufs. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient sur les F-35 sans devoir se normaliser avec Israël. Vous pouvez donc voir ce dont nous avons parlé comme la raison pour laquelle l'Arabie saoudite ne se précipite pas pour un accord de normalisation. Les Saoudiens, au final, à la fin de la journée, ce qu'ils disaient à Israël, c'est qu'ils voulaient qu'Israël vainque tout ce réseau et élimine complètement le Hamas. Et qu'est-ce qu'ils voient de Gaza? Ils voient que le Hamas est toujours là. Ils voient que la guerre n'est pas forcément terminée. Ils voient que le Hezbollah continue de reconstruire ses capacités. Donc, l'Arabie saoudite ne va pas se précipiter vers la normalisation tant que la guerre n'est pas terminée.
Si vous vous souvenez, l'une des raisons pour lesquelles le Hamas, le Hezbollah et l'Iran ont déclaré être entrés dans cette guerre, c'est parce qu'ils essayaient d'empêcher cette normalisation saoudienne. Les Saoudiens n'agiront pas tant qu'Israël n'aura pas fini le travail. Quand Israël aura fini, il n'y aura plus de Hamas, non? Si c'est fini. S'il n'y a pas de discussion sur la création d'un État palestinien, alors les Saoudiens diront peut-être, eh bien, cet État palestinien n'est pas possible. Et nous n'allons pas permettre que l'absence de perspective vers un État palestinien bloque la normalisation. Mais tant que la communauté internationale parle d'un État palestinien, tant que le plan de paix en 20 points de Trump évoque une voie vers un État palestinien, et tant que cette guerre n'est pas complètement terminée dans le Sud et avec le Hezbollah et avec l'Iran, alors les Saoudiens ne seront pas plus catholiques que le pape, pour ainsi dire. Ils suivent simplement le langage de tous. Et ils utilisent aussi ce manque de perspective vers un État palestinien comme excuse pour expliquer pourquoi ils ne se précipitent pas vers la normalisation. Donc, en ce qui concerne cet État palestinien, il y a des politiciens et d'autres personnes ici, des militants ici en Israël, qui sont contrariés que les mots État palestinien ou même dans le document, le plan Trump, soient mentionnés. Des politiciens comme Ben Gvir et Smotrich critiquaient le Premier ministre, mais évitaient de le faire ouvertement envers le président Trump. Mais ils disent qu'il n'y aura jamais d'État palestinien et qu'il ne faut même pas le mentionner dans aucun document. Le Premier ministre Netanyahou, d'ailleurs, a salué l'adoption de ce vote du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies la semaine dernière. Et certaines personnes se sont moquées de lui, disant qu'il l'a salué, mais qu'il ne l'a dit qu'en anglais lorsqu'il s'est exprimé, je crois, sur les réseaux sociaux. Accepter publiquement l'Organisation des Nations Unies ou féliciter Trump a-t-il une signification particulière ou est-ce simplement une autre tentative de s'en prendre au Premier ministre Netanyahou? Et quel est votre avis là-dessus? Les politiciens disent qu'ils ne veulent même pas voir le mot palestinien État. C'est effrayant pour eux. Je peux certainement comprendre pourquoi Smotrich, Ben Gvir et une grande partie du public israélien ne veulent rien entendre sur la création d'un État palestinien. Si vous interrogez les Israéliens, vous verrez que la grande majorité d'entre eux, vous savez, et ce n'est pas seulement ce qu'on appellerait, vous savez, l'aile droite du spectre politique israélien, même le centre israélien. Et même des personnes qui se considèrent comme votant pour des partis de gauche ne voudraient pas voir la création d'un État palestinien en ce moment. Bien que je pense qu'ils comprennent que c'est une situation que Israël, les États-Unis, tout le monde se sont eux-mêmes créés avec la création des accords d'Oslo dans les années 90 et toutes les discussions sur la solution à deux États, Israël n'a pas réussi à y mettre un terme. Même si le Premier ministre a été très catégorique dernièrement en affirmant qu'il n'y aura pas d'État palestinien et que cela ne sera pas la récompense du 7 octobre et que cela n'arrivera pas tant qu'il sera au pouvoir. D'accord. Donc, si vous regardez spécifiquement le plan en 20 points, il parle d'une voie vers un État palestinien, vous savez, sous l'autorité de l'autorité palestinienne uniquement. Et si l'autorité palestinienne entreprend des réformes que personne ne croit réellement qu'elle va entreprendre. Donc, vous savez, je pense que la composante d'État palestinien est un peu de la poudre aux yeux. Cela a été conçu afin d'amener les Qataris, les Turcs et d'autres à isoler le Hamas. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Mais à ce stade, je ne vois vraiment aucune voie vers la création d'un État palestinien, même s'ils ont cela. Une référence vague, vous savez, ils parlent d'une voie vers cela. Ils ne parlent pas de la création immédiate et nous ne savons pas où cet État palestinien serait finalement créé. Et cela ne dit pas spécifiquement que cela doit être en Judée et Samarie, à Gaza, vous savez. Donc, il y a une sorte de référence vague à l'État palestinien. Je comprends pourquoi la droite est contrariée à ce sujet. Je comprends aussi pourquoi ils insistent dessus, parce qu'ils savent qu'une élection approche et ils veulent s'assurer de capter tous les votes idéologiques lors des prochaines élections. Donc, ils doivent rester fermes sur leur idéologie qui, au fond, consiste à s'opposer aux Palestiniens, à la création d'un État palestinien et à promouvoir la souveraineté en Judée et Samarie. En Judée et Samarie, une attaque terroriste meurtrière a eu lieu la semaine dernière. Un homme de 71 ans de Kiryat Arba a été tué au carrefour de Gush Etzion. 3 autres Israéliens ont été blessés. Aharon HaKohen de Kiryat Arba a été assassiné parce qu'il était juif et attendait un bus. Il attendait un trajet pour rentrer chez lui. 2 terroristes sont arrivés, l'un de Hébron, l'autre d'un village de la région, et ils ont lancé une attaque à la voiture bélier.
Ils ont percuté leurs victimes, puis ils sont sortis de leur voiture et ont essayé de poignarder tous les Juifs présents dans la zone. Aaron Cohen a malheureusement été tué lors de cette attaque. Nous parlerons aussi un peu de toute la question de la soi-disant violence des colons dans un instant. Dans un instant ici, parce que beaucoup de gens relient ces choses. Soyons clairs, tout d'abord, ces personnes voulaient tuer un juif. Cela n'avait rien à voir avec la soi-disant violence des colons. Ils trouvent toujours une excuse, construction en Judée-Samarie, augmentation des maisons, accusation contre les colons, tout sert de prétexte. Ce n'est pas pour cette raison qu'ils attaquent, ils veulent tuer des juifs. Quiconque nie la présence du Hamas ou la terreur en Judée et Samarie ignore la réalité. Malheureusement, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu après celle meurtrière au carrefour de Gush Etzion il y a quelques mois. Ils ont vraiment renforcé la sécurité dans la région. Malgré que Tsahal bloque plus de 90% de ces attaques, celle-ci a échappé à leur vigilance. Eh bien, le carrefour de Gush Etzion a été un point chaud pour les attaques. Comme vous l'avez dit, nous l'avons vu encore et encore. Nous nous souvenons d'il y a plusieurs années, lorsque Harry Fuld a été poignardé au centre commercial du carrefour de Gush Etzion. Cela a toujours été un point chaud. Les forces de défense israéliennes peuvent tout essayer pour stopper ces attaques. Mais quand on parle d'une attaque à la voiture bélier à un arrêt de bus, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un flux constant de circulation. C'est une zone à fort trafic. Arabes et Juifs utilisent la même route? Des routes. Et tout à coup, une voiture qui roule simplement à la vitesse normale de l'autoroute. Et soyons honnêtes, je veux dire, on pourrait en parler. Les Arabes conduisent de façon très imprévisible dans la région. Ce n'est pas... D'ailleurs, certains Juifs, ils conduisent aussi de façon très imprévisible parce qu'ils voient que c'est la culture de la conduite. Donc, il y a une conduite imprévisible dans la région. Vous avez des voitures qui roulent vite, vous avez des voitures qui zigzaguent, qui changent de voie, souvent sans clignotant. Et puis, lors d'une attaque à la voiture bélier, vous avez des Juifs qui attendent à un arrêt de bus, soit pour un covoiturage, soit pour un bus. Ils sont juste là, debout, à attendre. Vous voyez? Et ce sont des cibles faciles, juste à côté de la route. Et puis, vous avez simplement un terroriste arabe qui accélère et fait un virage brusque à droite dedans. Et il n'y a aucun moyen de prévenir cela parce que vous ne pouvez pas identifier, vous savez, à 200 mètres de distance, qui sera ce terroriste, s'il y a un terroriste tout court. Et il n'est même pas forcément certain que le terroriste va frapper à ce moment-là. Ils sont motivés. Ils l'ont été, mais ne sont pas forcément envoyés, n'est-ce pas? L'organisation terroriste n'a pas ordonné « attaque cet arrêt de bus aujourd'hui ». Vous savez, les gens sont incités dès la naissance, depuis l'enfance, en tant que membres de la société, à faire cela. Et vous savez, quelqu'un a un couteau dans sa voiture. Il y pense. Peut-être que ce couteau est dans sa voiture depuis un mois, qui sait? Soudain, il décide, je vois une foule au carrefour, je le fais, et ils le font. Voilà ce qui arrive. Nous avons vu une vidéo du père d'un de ces terroristes. Vous savez, en gros, disons, vous savez cela. Et il le disait comme complètement sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire, en fait. Il le disait comme s'il savait que c'était ce qu'il était censé dire, même si ce n'était pas le cas. Écoute, ce n'est pas ce qu'il ressentait. Tu sais que c'était son plus grand honneur que son fils devienne martyr, non? Donc, tu vois qu'il y a comme un culte de la mort dans la société où, tu sais, c'est ce qu'un père de terroriste est censé dire. Tu sais, après que son fils ait été tué, il ne pourrait pas être plus fier que son fils soit devenu un terroriste, n'est-ce pas? Ici, tu remarques un culte de la mort et l'absence de condamnation internationale. Tu ne vois pas les Français et les autres faire pression sur le Hamas ou l'autorité palestinienne pour qu'ils arrêtent la terreur. Pourquoi? Ils savent que cela n'arrivera pas. L'autorité palestinienne ne l'arrêtera pas et ils observent sans agir, tandis que l'autorité palestinienne et le Hamas l'encouragent. Mais bien sûr, s'il y a un Juif qui sort et mène une attaque de représailles, alors tout à coup, tout le monde devient fou, car les Juifs ne devraient en fait agir ainsi. Pourtant, ils disent à Tsahal et au gouvernement, « Vous ne nous protégez pas ». Et malheureusement, ils prennent souvent pas tout le temps. Mais nous avons vu un flux constant de jeunes des collines, comme on les appelle. Vous savez, de jeunes colons qui considèrent simplement la situation comme totalement injuste en disant « Hey, vous savez, deux peuvent jouer à ce jeu-là. » Maintenant, il y a une grande différence. Et nous en avons parlé dans l'émission par le passé, c'est qu'Israël a une armée pour combattre le terrorisme. Et Israël n'encourage pas les actions de justiciers. L'autorité palestinienne et le Hamas encouragent en réalité les actions de justiciers, c'est leur volonté. Ce terroriste n'appartenait pas à une armée, c'était juste quelqu'un qu'on a poussé à agir.
Donc, le peuple juif, l'État d'Israël, n'a pas encouragé ces jeunes à sortir et à commettre des actes de contre-terrorisme. L'Associated Press, as-tu vu comment ils ont couvert cette attaque? Évidemment, ils n'évoquent pas le terrorisme. Ils ont dit qu'Israël est sorti au carrefour de Gush Etzion et a assassiné 2 mineurs. Maintenant, pourquoi est-ce important? L'Organisation des Nations Unies retient que Tsahal a tué 2 terroristes. L'idée de tuer ces 2 terroristes, à quoi l'ont-ils attribué? Ils parlent de la violence des colons. C'est incroyable. Exactement. C'est Tsahal qui défend et neutralise ces 2 terroristes avant qu'ils ne tuent d'autres Israéliens. Ça, c'est ce qu'ils appellent la violence des colons. C'est Tsahal qui le fait. Oui, donc Tsahal agit et l'Organisation des Nations Unies inclut cela dans les statistiques de violence des colons. Et l'autorité palestinienne, bien sûr, dit que, vous savez, c'était une attaque non provoquée d'Israël. Hélas, les diplomates internationaux se laissent piéger. Oui, tout à fait. Je veux dire, Nous l'avons vu ici. Je veux dire, nous avons eu cet épisode il y a quelques mois où il y a eu des accusations selon lesquelles des soi-disant colons auraient incendié une église, vous savez, dans les territoires contrôlés par les Palestiniens en Samarie. Vous aviez même l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Hugo, qui, selon moi, a été fantastique. Mais selon moi, là, il a commis une erreur critique en se rendant dans cette église et en évoquant ceux qui l'ont fait. Un terroriste, impliquant que les Juifs étaient responsables. Mais il n'avait en fait aucun lien avec cela. En fait, les Juifs étaient là pour essayer d'éteindre l'incendie. qui était allumé. Eh bien, souvent, ce que vous avez ici, c'est ce que vous voyez dans les rapports. Il est dit que des colons masqués sortent et commettent des actes de violence, ou font des graffitis, ou brisent des vitres, ou mettent le feu à une voiture. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est que les organisations non gouvernementales de gauche se plaignent qu'il n'y a pas d'arrestation, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il pas d'arrestation? Il n'y en a pas. Des arrestations, dans beaucoup de cas, ce seraient des fausses attaques sous faux drapeaux, pas commises par des Juifs. D'accord. Ces Arabes masqués cassent des voitures dans leur propre quartier. Oui, brûler leurs propres champs. Je l'ai vu moi-même, ils brûlent leurs propres champs et ensuite ils les accusent. Et puis, Ils accusent les Juifs pour ça, et les gens y croient. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des cas où des Juifs l'ont fait, mais il y a aussi des cas où des Juifs ne l'ont pas fait. Et comme tu l'as dit, il y a aussi des cas où un Arabe est un terroriste. Et ensuite, l'armée israélienne ou un civil réagit, parce qu'on sait que souvent, ce sont des civils qui neutralisent les terroristes. Par exemple, prenons cet arrêt de bus. D'accord, il y a une attaque à la voiture bélier, puis le terroriste sort de la voiture avec un couteau et commence à poignarder des gens. Il y a quelqu'un d'autre à l'arrêt de bus, un civil avec un pistolet, qu'il possède justement pour cette raison, qui neutralise les terroristes. Et ensuite, on appelle ça de la violence des colons. absolument. Il faut donc replacer cela en perspective et il faut réfléchir à 2 fois et utiliser sa tête. Quand vous examinez ce qu'on appelle la violence des colons et qui l'a réellement commise, et quel est aussi le but d'amplifier ces soi-disant attaques de violence des colons? Cela vise à A, détourner l'attention de l'autorité palestinienne, et puis parfois il y a aussi des considérations internes. Oui, c'est assimiler 50 000 citoyens respectueux des lois, servant dans l'armée d'Israël, les soi-disant colons, à un seul groupe. Et je pense que vous avez très bien expliqué pourquoi ce n'est absolument pas vrai et pas juste. Et vous avez aussi parlé du fait que cette semaine, le gouvernement israélien a démantelé certains avant-postes. Oui, c'était dans l'est de Gush Etzion. D'après ce que j'ai compris, en fait, le maire de Gush Etzion et beaucoup de gens sont très mécontents. Yaron Rosenthal, le maire du Gush, qui a ordonné, ou plutôt, je suppose, a fait appel à l'administration civile et à Tsahal pour démanteler une nouvelle communauté naissante dans l'est de Gush Etzion. Je crois qu'il y a 25 familles qui y vivent. Et sa justification était que cette zone sera approuvée pour une grande communauté à l'avenir. Mais voir des Juifs expulsant d'autres Juifs de chez eux, surtout si ce n'était pas nécessaire, la création de cette communauté n'aura pas lieu avant 5 à 10 ans. Beaucoup de gens sont mécontents de la direction des Juifs expulsant d'autres Juifs de leur maison. Cela nuit à notre image auprès du public et de la communauté internationale. Vous voyez donc que là, Il y a une bataille majeure pour la terre en Judée et Samarie. Vous voyez les Palestiniens, vous savez, ils n'ont pas besoin de permis pour construire dans les zones A et B. Et ce que nous voyons aussi, c'est qu'ils prennent des terres dans la zone C également. Vous savez, la zone C est censée être sous juridiction israélienne, sous contrôle administratif et militaire israélien. Mais nous voyons que les Palestiniens revendiquent des zones stratégiques. Et rappelons-nous que la Samarie de Juin, ce sont les collines d'Israël. Et donc, parfois, être au sommet d'une colline est un emplacement stratégique. Parfois, être dans une vallée est un emplacement stratégique.
Et nous voyons comment les Palestiniens construisent aussi près que possible des communautés israéliennes, n'est-ce pas? Donc parfois, vous avez une communauté israélienne, prenons par exemple la frontière nord d'Ifra. D'accord? Et donc, vous voyez qu'il y a une clôture, qu'Israël met une clôture autour de sa communauté pour assurer la sécurité des habitants de la communauté. Et puis, ce que font les Palestiniens, c'est qu'ils commencent à construire des maisons illégales jusqu'à cette clôture. Et ce que cela fait, c'est que ça empêche l'expansion future de cette communauté. Et ils n'ont pas besoin de permis pour faire cela. Et donc, vous voyez ces affrontements où des Juifs essaient réellement de construire des maisons sur une colline stratégique, mais ils le feront sans permis car ils n'en obtiennent pas. Maintenant, je comprends pourquoi, d'un point de vue administratif, des gens s'opposent à cela, même en Israël. Et même comme tu l'as dit, le maire de Gush Etzion s'y oppose. Parce que quand ils voient que de jeunes familles sortent simplement et construisent des maisons sauvages, ce que ça fait, c'est que ça les met un peu dans le même panier moral que les Palestiniens qui prennent illégalement des terres. Cela complique l'approbation de terres par les futurs gouvernements parce qu'ils ont l'impression qu'ils donnent du crédit à ce que la gauche appellera ces avant-postes sauvages. N'est-ce pas? Que tout à coup, les gens se font justice eux-mêmes. Ils veulent, et je pense que les communautés en Judée et Samarie, où ils veulent pouvoir communiquer au public israélien et à la communauté internationale que nous sommes des citoyens respectueux des lois. Donc, vous savez, si vous voyez des gens sortir ici et faire des saisies de terres administratives supplémentaires, vous savez, ça ne donne pas une bonne image d'un côté. D'un autre côté, pourquoi est-ce que le conseil administratif ne dit pas activement non, nous soutenons cela, nous créons cela comme une zone administrative dont nous prenons la responsabilité. C'est une section stratégique pour toute la région et nous allons le faire. Donc, vous savez, je vois pourquoi ils sont contre la construction de ces avant-postes. D'un autre côté, ils doivent être plus agressifs dans l'expansion de leur communauté. Maintenant, je dirais que pendant cette dernière période, il y a eu une expansion administrative agressive des communautés. Et les États-Unis donnent essentiellement un feu vert tacite pour que cela se produise. On en a parlé il y a environ un mois sur la planète. Oui, M. Smosh a approuvé beaucoup de maisons, n'est-ce pas? Et nous avons vu... Le premier ministre Netanyahou a assisté à une cérémonie dans la communauté Eun près de Malet-Domim, marquant une expansion majeure entre Jérusalem et Malet-Domim, ce qui est au-delà de la ligne verte. Donc, nous avons vu que les États-Unis donnent le feu vert à Israël pour approuver des choses légalement. Donc, peut-être que ce que dit le maire de Gush Etzion, c'est « Regardez, il nous donne le feu vert pour approuver des choses légalement. Suivons le processus. Nous construisons beaucoup et nous nous étendons légalement. Continuons ainsi. En ce qui concerne des gens comme vous et moi, d'un côté, on pourrait encourager les familles de 20 ans qui vont là-bas sur les sommets des collines. D'un autre côté, vous et moi ne pourrons pas simplement aller prendre un terrain qui nous plaît dans les belles collines et y construire la maison de nos rêves. Parce que nous respectons la réglementation. Gushton a fondé la communauté de Shtima, très proche de Takoa, sur la route de Jérusalem, le lendemain de l'événement, pour établir une présence sur place. Nadia Matar avait déjà organisé cela il y a des années. C'était une ancienne base militaire. Maintenant, il y a quelques maisons et caravanes, et des gens y vivent encore. C'est une danse que les communautés jouent avec les responsables administratifs, à la fois dans la région de Gush Etzion, au sein du gouvernement national et du gouvernement international. Mais je pense qu'il y a autre chose ici que nous devons aborder. Autrement dit, quand la violence des colons fait de plus en plus la une des journaux. Et puis, tout à coup, vous voyez que le gouvernement avance et détruit une communauté. Ils envoient en réalité un signal à l'administration américaine qu'ils répriment. Quand ils subissent des pressions, que la communauté internationale parle de la violence des colons, ceci ou cela. Alors, le gouvernement israélien doit démontrer qu'il s'occupe de cela ou il pense qu'ils doivent le démontrer. Je ne suis pas sûr. Peut-être devraient-ils dire « c'est notre terre, nous allons construire et décider ce que nous faisons ». Savons si le code administratif s'applique ou non. Il ne l'applique sûrement pas aux Palestiniens. Ils n'appliquent certainement pas ce code administratif aussi rigoureusement contre les Bédouins, qui vivent pratiquement partout, des centaines de milliers d'entre eux, sans réglementation administrative ni planification.
Ils pensent devoir le montrer à la communauté internationale, tandis que la gauche adore ça. Qu'avez-vous observé ces dernières semaines? Ce que vous voyez de plus en plus, c'est que l'attention nationale se concentre sur l'avocat général militaire, n'est-ce pas? Comment elle a divulgué les informations, les extraits vidéo et a falsifié ces extraits sur ce qui se passait dans l'État, la prison militaire de Taymon, dans le sud. Vous avez parlé de la façon dont le procureur général aurait pu être impliqué là-dedans. Vous voyez que la gauche perd son statut, vous savez, même auprès des électeurs centristes. Et donc, tout à coup, les médias insistent sur les colons de droite ou sur les manifestations des Haredim contre l'évasion du service militaire. Ils ont ces sujets qu'ils aiment remettre à la une pour détourner l'attention de ce qui pourrait être en réalité des problèmes systémiques bien plus graves. À gauche, Alex, en parlant de la gauche, savais-tu que les manifestations du samedi soir à Tel Aviv continuent toujours? On nous a dit que ces manifestations visaient à faire revenir les otages. Or, grâce à Dieu, tous les otages vivants sont revenus. 3 otages décédés restent aux mains du Hamas. Mais les manifestations de Kaplan, comme nous l'avions prédit d'ailleurs, continuent toujours de manière hebdomadaire, comme prévu. Et maintenant, ceux qui manifestent disent cela. La raison pour laquelle ils sont encore dans les rues de Tel Aviv chaque samedi soir, c'est qu'ils veulent une enquête officielle sur le massacre du 7 octobre. Nous avons vu les chefs de l'opposition, nous avons vu Lapid, nous avons même vu Naftali Bennett, qui était là hier soir, faisant partie du groupe Kaplan. Pourquoi ces manifestations persistent-elles pour ceux qui ne comprennent pas? Les hasards sont de retour. Cessez-le-feu, Agile, mais le cessez-le-feu a lieu. Ils ne devraient pas être chez eux, ça ne devrait pas être terminé. Pourquoi cela continue-t-il encore? Nous en avons parlé. comme mentionné, ces manifestations n'ont pas débuté avec la prise d'otages du 7 octobre exactement. Ces manifestations ont amené le Hamas, le Hezbollah et l'Iran à penser qu'Israël était vulnérable. Ces manifestations portèrent alors sur les réformes judiciaires. Mais avant cela, ils pointèrent du doigt Netanyahou disant qu'il devait démissionner à cause des enquêtes et des inculpations, que les gens ne devraient pas voter pour Netanyahou lors des élections successives. Et ils ont changé de cap et nous avons expliqué au fil des semaines et des années pourquoi ils se sont concentrés sur les otages. Parce qu'ils pensaient que c'était un sujet miracle sur lequel tous les Israéliens pouvaient s'accorder. C'était un sujet testé auprès du public. Cela aiderait le mouvement à restaurer sa crédibilité après avoir tenté de déchirer le pays à cause des réformes judiciaires. Et il pariait aussi que Netanyahou n'allait pas tenir ses promesses et ne serait pas capable de ramener les Hajj, en gros, que Netanyahou échouerait à les ramener chez eux. Netanyahou a tenu parole. Les otages sont revenus. Et quand on parle de ce cessez-le-feu temporaire, comme on en parlait au début de l'émission, cela a été fait principalement pour une raison, la première, récupérer les otages. L'autre raison était de laisser à Israël le temps de reconstituer ses arsenaux. La troisième raison était d'offrir un répit aux soldats combattant sans interruption depuis 2 ans, voir si la communauté internationale pouvait mener cette démarche à terme. Mais en comprenant, comme l'a toujours dit Netanyahou, que cela peut se faire de manière facile ou difficile, vous savez, il y a 2 options. Cela peut se faire par cette résolution de cesser le feu et la communauté internationale peut le faire. Ou bien c'est Tsahal qui va le faire. On constate de plus en plus que ce sera sûrement Tsahal qui agira. Donc, les membres de ce forum des otages, je veux dire, ils l'ont dit. Ils ont dit cela dès que les otages sont revenus. Non, le mouvement de protestation n'est pas terminé. Donc, ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils montrent leur vrai visage. En gros, mais ils vous disent, Moïda, que les otages, c'était qu'un prétexte du moment. Et vous savez, on utilisait ça. On peut avancer de façon malsaine et cynique que les organisateurs des manifestations pour les otages ne voulaient pas vraiment que Netanyahou réussisse à ramener les otages. Et ils allaient simplement continuer à surfer là-dessus. Que cela dure 2 ans comme ça a été le cas, ou que ça dure 5 ans ou 10 ans. Netanyahou a échoué à ramener les otages. Maintenant qu'il l'a fait, ils sondent l'opinion et passent à autre chose. Et leur sondage montre que les Israéliens souhaitent une commission d'enquête. Alors maintenant, ils disent que les manifestations sont axées sur l'obtention de la création d'une commission d'enquête sur les causes de la guerre. Et là, vous avez en quelque sorte un désaccord majeur entre la gauche, les manifestants et le gouvernement, n'est-ce pas?
À ce stade, là, le gouvernement, Netanyahou déclare qu'il souhaite et qu'il est prêt à établir une commission d'enquête gouvernementale dirigée par le ministre de la Justice. Son Excellence le ministre de la Justice, Yariv Levin, serait celui qui superviserait la sélection des membres du panel qui mènerait cette commission d'enquête. Et ce que propose le gouvernement, c'est essentiellement une répartition 50-50 dans la création de ce comité. En résumé, 50% sont désignés par le gouvernement, 50% par l'opposition. N'est-ce pas logique? Le gouvernement veut se protéger, l'opposition a son agenda. Formons donc une commission d'enquête qui s'est composée de 50% choisis par la coalition, 50% choisis par l'opposition. Cela paraît équitable, même si le gouvernement possède plus de 50% des sièges à la Knesset. L'opposition avec Béthède et Lapide répète « Oh non, non, non ». Nous ne voulons pas que le gouvernement ait la moindre part dans la mise en place de cette commission d'enquête et nous voulons que cette commission d'enquête soit choisie par le tribunal. Nous souhaitons qu'un juge retraité de la Cour suprême dirige le panel et la raison pour laquelle ils veulent faire cela, c'est parce qu'ils savent que le gouvernement attaquait le tribunal et que le tribunal agit constamment contre le gouvernement. Et ce que veulent les manifestants, c'est une commission d'enquête qui va, d'accord. Oui, une part de responsabilité peut-être dans l'armée, une part de responsabilité peut-être dans les services de renseignement, c'est certain, peut-être le tribunal. Les manifestations contre la réforme judiciaire ont peut-être un peu contribué, mais la responsabilité reste centrale. La responsabilité doit revenir au premier ministre, comme l'exige la commission d'enquête réclamée par l'opposition et les manifestants, qui souhaitent une commission très sévère envers le gouvernement. C'est ça. Les électeurs israéliens vont-ils inciter Benjamin Netanyahou à démissionner après le 7 octobre? Ou bien les électeurs voteront-ils simplement pour leur candidat préféré lors des prochaines élections prévues dans 1 an? Évidemment, Benjamin Netanyahou il refuse de cette commission d'enquête et ne compte pas se représenter. Veut une commission d'enquête plus large, ce qui va faire porter une grande partie de la responsabilité sur l'armée, les exactions de l'armée et la communauté du renseignement pour avoir failli au gouvernement et au peuple le 7 octobre. Et les manifestations vont continuer, elles vont continuer, je ne sais pas, jusqu'aux élections, tant que Netanyahou sera en poste, d'ailleurs, parce qu'elles continueront quand même. Ils demandent actuellement une commission d'enquête. S'ils voient que cela ne fonctionne plus bien dans les sondages, ils vont simplement changer les prix. Quelque chose cottage, fromage, il y aura autre chose. Ce sera la nouvelle solution miracle pour le mouvement de protestation. Nous arrivons presque à la fin, Alex, mais je voudrais qu'on se concentre dans les dernières minutes qu'il nous reste sur New York. Il y avait Zaran Mamdani, le maire élu de New York, et cet incident à la synagogue Park East à Manhattan. Il y avait en fait un événement Nefesh Benefish. Nefesh Benefish, une organisation qui aide les Juifs à s'installer en Israël, à faire leur alia en Israël. Ils aident de nombreuses façons. Il y avait des manifestants devant cet événement dans une synagogue qui acclamaient une intifada mondialisée, appelant essentiellement à tuer des Juifs partout dans le monde. Et Mamdani a qualifié l'événement qui se déroulait à l'intérieur de violation du droit international. Voici comment il perçoit un événement Nefesh Benefesh. Il a aussi vu le président Trump, nous en reparlerons. Que pensez-vous d'un tel événement dans une synagogue avec le maire élu? Je pense que vous comprenez ce que représente le maire élu. Il dit que, une foire, en gros. Par exemple, nous sommes des Juifs qui s'intéressent à déménager en Israël et il y a des centaines de milliers de Juifs américains qui vivent en Israël. D'accord. Je crois qu'Israël est la deuxième plus grande communauté d'expatriés américains après le Mexique. Je pense que c'est la deuxième, mais ça pourrait être la troisième. Mais vous savez, pour un petit pays de seulement 10 millions d'habitants, avoir des centaines de milliers de citoyens américains qui quittent l'Amérique pour s'installer en Israël. Comme toi, comme moi, tu sais, c'est quelque chose qui dure depuis des décennies. Et que le maire de New York dise que c'est une violation du droit international, je veux dire, c'est un terrain glissant. Parce que s'il dit que le droit international est violé, pourrait-il envoyer la police à un moment donné pour faire irruption lors d'un futur événement dans une synagogue et arrêter les organisateurs de Nefesh Benefesh pour violation du droit international? Je veux dire, vous voyez que le maire de New York ne s'intéresse pas tellement aux affaires intérieures, il a plutôt d'autres priorités, comme un programme qui va au-delà du simple fait de rendre la ville de New York plus abordable pour ses citoyens.
En même temps, je veux dire, il a quand même dit que les lieux de culte devraient être des endroits où les gens peuvent entrer sans se sentir intimidés. Bien sûr, est-ce qu'il a demandé à la police d'intervenir et d'arrêter les personnes qui intimidaient ceux qui entraient? C'était juste une déclaration superficielle qu'il a faite. Je pense que c'est dangereux. Si vous allez voir ce genre de slogan pro-Hamas, mondialiser l'intifada, mondialiser le djihad, les manifestants vont être autorisés à protester devant les synagogues sans intervention de la police. Je pense que la situation va devenir dangereuse pour les Juifs américains à New York. Alex, que penser alors de la rencontre entre le président Trump et le maire élu Mamdani que le président a dite très bonne? Regardons cette vidéo. Nous venons d'avoir une excellente réunion, une réunion vraiment bonne et très productive. Nous avons une chose en commun. Nous voulons que notre ville, que nous aimons, réussisse très bien. Donc, il y a quelque chose que je ne sais pas si j'aurais pensé voir. Je veux dire, vous aviez Mamdani qui, dans le passé, a qualifié Trump de fasciste, en train de rencontrer le président. On dirait que le président est vraiment prêt à rencontrer n'importe qui, que ce soit la Chine, l'Arabie Saoudite, peu importe. Il semble prêt à avoir une réunion avec n'importe qui. Mamdani n'a pas seulement traité Trump de fasciste par le passé, n'est-ce pas? Un journaliste a demandé à Mamdani à la Maison-Blanche pourquoi il avait traité le président de fasciste. Et vous savez, Mamdani était sur le point, vous voyez, d'essayer de s'expliquer avec un langage diplomatique ou quelque chose comme ça. Et Trump a dit non, tu dis juste oui, n'est-ce pas? Et Mamdani a dit oui, il a dit oui. Je l'ai traité de fasciste et lui, je suis sûr, pense toujours que le président est un fasciste. Wow, c'est drôle. Ouais, Non seulement ils se sont rencontrés, mais Donald Trump a dit qu'il avait plus en commun qu'il ne le pensait. Qu'il était intelligent, qu'il a remporté une élection face à de bons candidats, vous savez. Et il disait essentiellement qu'il allait travailler avec Mamdani pour faire de New York la meilleure ville possible. Et il y a quelques semaines à peine, Trump disait déjà les pires choses sur Mamdani. Ouais, je pense que c'est une stratégie de, vous savez, Trump qui essaie d'embrasser ses ennemis. Et vous le voyez avec la Chine, vous le voyez avec Poutine, vous le voyez avec le Qatar et avec la Turquie. Maintenant, vous le voyez avec Mamdani. Et je pense qu'il y a un problème ici parce que Trump n'est pas capable de jouer sur le long terme à ce sujet, n'est-ce pas? Nous parlons de 3 années de plus au pouvoir, pas de la possibilité de 8 ans. Et je pense que le peuple américain attend de la clarté morale de la part du président des États-Unis. Et si le président des États-Unis disait soudain « Oui, j'ai dit cela pendant la campagne, mais finalement, Mamdani est un bon gars », il dit en gros à sa base que Mamdani est un bon gars. Vous savez, là, il dit à sa base que les Qataris sont de bons acteurs, qu'Erdogan est un ami. Vous savez, je pense que ces signaux contradictoires sont dangereux. Je pense qu'en réalité, ce qu'on attend du président ici, c'est un peu de clarté morale concernant qui sont les Américains, qui sont les amis de l'Amérique, qui sont les ennemis de l'Amérique. Certains de ses amis sont des alliés à l'étranger et certains de ses ennemis sont à l'étranger et certains de ses ennemis sont aussi à l'intérieur. Voyons qui le président rencontrera ensuite. Nous suivrons cela de près. Et tout ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde juif à Jérusalem. Dans ce reportage, GNS Télévision, Josh Haston, correspondant, et Alex Trayman, président-directeur général de GNS. Je remercie les personnes derrière les caméras. Yuri Svetsky, Ryan Lischitz, Esther Edin et notre producteur Zach Sickerman. Bonne semaine à tous. Retrouvez tout le contenu sur JNS Télévision et les dernières nouvelles sur JNS.org concernant Israël, le Moyen-Orient et le monde juif. On se retrouve la semaine prochaine dans Jérusalem Inside.